À tous, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Ce jeudi 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. En prélude à cette célébration, notre rédaction s'intéresse au secteur. Au quartier Matam, Lido, le manque d'eau est une réalité. Les habitants du secteur se mobilisent parfois en grand nombre autour d'un seul forage. Suivez avec Kerfa la presse Camara. La desserte en eau potable dans les quartiers de Conakry, un véritable problème pour les habitants. Les robinets sont à sec depuis des années dans plusieurs familles. La seule alternative, un forage privé implanté dans le quartier par un particulier. Grâce à Seydou, nous gagnons l'eau dans ce quartier. Nous avons trop souffert. Les citernes de la SEG ne viennent pas ici. Nous sortons à 5 heures à la recherche de l'eau, mais en vain. Des heures durant, des citoyens en quête d'eau se bousculent au quartier Matam-Lido. Une situation devenue agaçante pour certains. Ils invitent l'implication du chef de l'État. Nous avons les installations dans nos maisons, mais l'eau ne vient pas. Après, on nous dépose les factures. Il y a de cela un an qu'il n'y a pas d'eau. Que l'État nous aide. Comme à Matam-Lido, nombreux autres quartiers de Conakry sont en manque criard d'eau potable. Le 4e projet eau censé desservir la capitale peine à démarrer. Parlons toujours de cet accès difficile à l'eau potable. À Taouya également existe le même calvaire. Pour s'approvisionner, les citoyens font recours aux forages qui parfois se trouvent à de longues distances. Une corvée pour les femmes au foyer. Souleymane Camara. L'accès à l'eau potable, une difficulté pour les ménagères de Taouya. Ici, un quartier de la banlieue de Conakry, l'eau coule partout sauf dans les robinets. Sec depuis 3 mois, les populations partent en quête d'eau potable, notamment vers les forages installés par des tierces personnes. C'est le quotidien des femmes de Taouya, comme le témoigne cette dame au foyer. De chez nous, jusque là où nous puisons de l'eau, il y a une très grande distance. Nous sommes fatigués, nous souffrons pour obtenir de l'eau. Sur ce site, l'eau est gratuitement servie aux citoyens, mais dans certaines concessions, le bidon d'eau de 20 litres par exemple est vendu à 200 francs guinéens. Des familles ont du mal parfois à s'approvisionner en eau à cause de la faiblesse de leurs bourses. Nous, dans notre concession, un sac de riz, on le mange pendant 4 jours. Donc, pour les travaux ménagers, je peux utiliser 2 fûts par jour, s'il me faut éviter la maladie. Taouya n'est pas le seul quartier concerné par ce manque d'eau. Dans la commune de Kaloum, les citoyens vivent le même calvaire. Nous, on a fait plus de 1 mois, 2 mois, 3 mois. L'eau ne sort pas dans notre robinet. Il y a les Libanais qui habitent chez nous. Le monsieur qui a le restaurant, le Cèdre, monsieur Hassan, c'est grâce à lui et son jeune frère, c'est eux qui ont fait un forage devant chez nous là-bas. Même l'eau là est sale maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut dire à la SEG de nous aider. À la Société des eaux de Guinée SEG, les responsables refusent de témoigner sur l'accès difficile des citoyens à l'eau potable. Toutes nos tentatives de les jeunes sont restées sans succès. Pendant ce temps, les populations pour la plupart manquent d'eau potable dans un pays qualifié de château de l'Afrique de l'Ouest. À présent, je vous amène à Cancan où les femmes du groupement Nafaya de Senkefara s'activent depuis 20 ans dans le maraîchage. Malgré leurs efforts, elles sont parfois confrontées au tarissement des puits et la destruction des légumes par des insectes nuisibles. Suivez en image avec Souleymane Dioubate. Les groupements de femmes à Cancan s'investissent activement dans la culture maraîchère. Tel est le cas du groupement Nafaya du quartier Senkefara, qui depuis plus de 20 ans produit de la salade, du piment, de l'aubergine, du gombo, en quantité importante dans la plaine côtière de la rivière Boutrou. Il y a près de 20 ans, nous avons ce groupement qui nous aide à faire face à nos problèmes. Nous demandons l'aide des autorités pour avoir des intrants.
Dans ces activités, les femmes du groupement Nafaya sont confrontées à des difficultés comme le tarissement des puits, l'attaque des cultures par des insectes nuisibles et des animaux. Ici, les bœufs nous fatiguent et nous sommes confrontés au manque de puits. Pendant que nous devons gagner, nous sommes confrontés au manque d'eau. Avec l'appui des partenaires, le groupement Nafaya au nombre de 45 femmes promet de produire plus. Dans l'actualité, le projet Crédit Cash devient une réalité en Guinée. La signature du pacte financier entre la Guinée et ses partenaires a eu lieu hier en présence du ministre des Postes et Télécommunications, Aïssata Marshall, pour le film de l'événement. La signature et l'inauguration du pacte financier entre l'Office de la Poste guinéenne et le groupe BDK est un partenariat public et privé. Ce projet Crédit Cash, qui va durer 99 ans, met les Guinéens en confiance quant à l'utilisation du service postal. C'est le démarrage d'un partenariat, d'une alliance pour beaucoup d'années. Ça, c'est le démarrage, c'est le premier, le commence de cette relation. Et j'espère que nous aurons beaucoup d'années avec beaucoup de succès. Cette initiative est saluée par les autorités guinéennes. Pour elles, les nouvelles technologies de l'information et de la communication doivent impacter positivement sur le fonctionnement de l'Office de la Poste guinéenne. Cette convention donc nous permet de développer au sein de notre holding qui s'appelle la Société financière de Conakry un certain nombre de produits qui démarrent aujourd'hui par Crédit Cash, qui est une institution de microfinance. Il est planifié toute une série d'autres produits qui vont suivre progressivement. L'un des secteurs sur lesquels le secteur des postes doit se diversifier. Ce sont les services financiers postaux, à travers l'inauguration du siège principal de Crédit Cash. Il y a beaucoup d'autres secteurs sur lesquels le segment postal doit aller. La signature et l'inauguration de ce pacte financier dont le lancement officiel a eu lieu ce mardi à Conakry a réuni les acteurs du public et du privé. La CNTG et l'USTG optent pour le renforcement des capacités de leur personnel sur la question de l'intégration de la dimension du genre dans les actions syndicales. L'initiative est appuyée par la Confédération syndicale internationale. Amadou Touré nous en dit plus. L'audit participatif du genre en milieu syndical, c'est le thème de cette formation appuyée par la Confédération syndicale internationale CSI Afrique en faveur du personnel de l'intercentrale syndicale CNTG-USTG. Elle vise à valoriser la femme dans la profession syndicale. Pour les initiateurs, c'est un point de départ d'une dynamique nouvelle dans le processus de transformation et de qualification des deux centrales. En tant que force de changement, les organisations syndicales ont le devoir et l'obligation de montrer le bon exemple en matière de démocratie à travers le respect des droits des travailleuses et travailleurs de tout âge et à tous les niveaux des structures syndicales. Notre but en tant qu'organisation régionale aux côtés de nos organisations affiliées est de renforcer donc les capacités de nos militants et militantes afin qu'ils deviennent des forces de construction mais également de proposition dans tous les domaines. La recherche de l'expertise syndicale en faveur de la question du genre est l'objectif visé par les organisateurs. Ces outils que vous mettez à la disposition de la Guinée et des syndicalistes d'abord, mais qui seraient également utiles peut-être, et pourquoi pas aux employeurs, bien à point nommé. Pour preuve, la Guinée vient d'être interpellée par le BIT sur la représentativité dans les délégations qui vont à la conférence internationale de Genève. On nous demande de mettre plus de femmes. La CSI, Confédération syndicale internationale, initiatrice de la formation, est une organisation continentale qui regroupe 51 pays. Selon l'institution, cette démarche part du constat selon lequel l'approche genre est mal appliquée dans la gestion et le fonctionnement des organisations syndicales du continent.
Partons à l'extérieur du pays, aux USA, aux États-Unis, à New York précisément, se poursuivent les travaux de la 61e session sur la condition de la femme. Plusieurs autres événements se tiennent en marge de cette session, comme cette rencontre organisée par la CEDEAO qui a mobilisé des ministres africaines en charge de la junte féminine. Fatoumata Samoura, correspondante de la RTG depuis les USA. Face à la lenteur de réaliser l'autonomie financière des femmes sur le continent africain, la CEDEAO se met en branle. À la 61e session des Nations Unies sur la condition de la femme, l'organisation sous-régionale met en exergue le combat de 5 pays. Le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger, le Ghana et la Guinée. Des pays champions en matière de promotion et de protection de la gente féminine. Notre pays s'est doté aussi d'une politique nationale genre et d'un plan national de développement social, tout récemment en 2016, pour soutenir tous ces instruments juridiques qui accompagnent les femmes. L'expérience guinéenne en matière d'autonomisation économique des femmes et des filles fait école. Un modèle salué et vivement recommandé par cette assemblée sous-régionale au pays désireux de donner aux femmes toute la liberté financière. Les grandes tendances, les grands progrès, à commencer par le secteur public, le secteur privé, les femmes de valeur sont à la place qu'il faut. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement le nombre de femmes qu'on retient aux différentes instances de décision, mais la qualité des femmes qui sont à ces places-là. Pour moi, vous êtes sur la bonne voie et nous regardons tout cela de près. Une semaine après l'ouverture des travaux de la 61e session de l'ONU sur la condition de la femme, les conclusions se profilent peu à peu. Cela en dit long sur les alliances à venir et la déclaration finale qui devrait sanctionner cette session. Retour au pays pour parler de la passation de service hier à la Fédération guinéenne de football. Le comité de normalisation est remplacé par un bureau exécutif élu, présidé par Antonio Soare. La nouvelle équipe de la FEGIFOOT compte relever le défi du développement du football guinéen. Les précisions avec Kaba Fodi. La gestion du football guinéen change de main. Le comité de normalisation a passé le témoin au bureau exécutif de la fédération. La cérémonie de passation de charge s'est déroulée 3 semaines après l'Assemblée générale extraordinaire élective qui a mis en place un nouveau comité exécutif présidé par Mamadou Antonio Soare. Le président du désormais ancien comité de normalisation a rappelé les acquis obtenus par sa structure en 9 mois d'exercice. Fidèlement à sa feuille de route, le comité de normalisation a géré les affaires courantes de la Fédération guinéenne de football les 9 derniers mois en réussissant à faire qualifier les équipes nationales masculines U17 et U20 aux phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations de leurs catégories respectives et le dernier cité à la Coupe du Monde de sa catégorie. En renforçant les capacités des arbitres, des entraîneurs, des médecins sportifs, en améliorant la gestion administrative et financière de l'administration fédérale, par la rigueur et la transparence. Ce bilan élogieux obtenu au prix du sacrifice consenti par les 9 membres du CONOR est salué à sa juste valeur par le président entrant de la fédération. Antonio Soare a promis d'être à l'écoute des acteurs du football guinéen pour faire face à d'énormes chantiers ouverts et laissés par ses prédécesseurs. Je félicite et remercie le comité de normalisation qui, dans les délais convenus et fixés, a accompli sa mission, aussi et surtout en donnant le football guinéen de nouveaux textes modernes régissant désormais son fonctionnement. Je profite pour vous assurer les uns et les autres que nul ne sera exclu dans l'entreprise de redressement de notre football, que tous se sentent concernés. La mise en place de ce comité exécutif est l'aboutissement de 9 mois de transition menés par le CONOR suite à une crise profonde qui a éclaté entre les dirigeants d'alors. La signature de procès verbal de passation de charge a mis fin à la cérémonie. Sport toujours, retour au pays de l'équipe nationale de basketball. Après 3 mois de compétition au Mali, nos basketteurs rentrent avec 2 victoires à la clé. Les temps forts avec Ibrahima Souri, Blaki Touré. 2 victoires contre le Mali et le Sénégal et une défaite contre le Cap-Vert.
Ce sont des résultats enregistrés par l'équipe nationale masculine de basketball lors des matchs allés des éliminatoires de l'Afro-Basket joués au Mali du 17 au 19 mars 2017. Des résultats obtenus grâce à l'esprit d'équipe et d'un staff technique bien étoffé. Avec le cœur et l'envie de bien faire, l'envie de prouver que le basket guinéen est toujours là et qu'il faut compter sur lui. On va faire comme à l'aller, on va laisser la surprise, mais bon, on va travailler dans l'ombre et pour surprendre encore. Le déplacement a été difficile et qu'une fois là-bas on s'est battu pour honorer notre pays dignement. C'est vrai qu'au départ beaucoup ne croyaient pas en nous, mais vers la fin on a réussi ce que beaucoup n'ont pas pu réaliser depuis des années. Avec plus de détermination, plus d'envie, on sait qu'on a eu beaucoup d'envie là, c'est pour ça qu'on a gagné 2 matchs sur 3. Mais au Sénégal, on sait que maintenant les équipes vont nous attendre. Et c'est pour ça qu'il faudra qu'on donne encore plus d'envie pour pouvoir gagner le Sénégal et le Mali en particulier. Et on a le revanche à prendre aussi contre le Cap-Vert. Pour le président de la Fédération guinéenne de basketball, ces résultats ne sont qu'un pas franchi, car son rêve est de voir la Guinée participer aux phases finales de l'Afro-Basket prévu le mois d'août prochain au Congo-Brazzaville. Nous revenons de ces phases allées, nous sommes premiers devant le Mali et le Sénégal. Et le plus dur reste à faire, c'est-à-dire qu'il faudra aller surmonter le combat de Dakar la semaine prochaine. Voilà, donc on aura forcément besoin d'un peu d'accompagnement, d'assistance et surtout permettre à la Guinée de se qualifier pour l'Afro-Basket 2017 à Brazzaville. Ça serait une très bonne chose pour le développement du basketball en Guinée. D'ici là, la Guinée n'a que 3 jours de préparation pour aller arracher cette qualification lors des matchs retour prévus du 24 au 26 mars au Sénégal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. À tous, merci de l'avoir suivi. Je vous dis à demain pour une nouvelle page d'édition d'information. En attendant, portez-vous bien et passez une agréable soirée en compagnie de la RTJ Boulbili.